Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour et bienvenue à la vidéo Votre menu du mois de mai qui sera donc consacrée à Memories of Murder. Je précise comme d'habitude que dans ce format de vidéo, je ne fais pas du tout attention aux spoilers, donc si vous avez envie de découvrir le film dont je vais parler, peut-être le regarder avant de regarder ma critique. Et comme d'habitude, si le film ne vous intéresse pas ou alors que ma critique commence à être longue et ennuyante, je vous invite tout de même à aller dans les commentaires afin de participer au vote pour déterminer votre menu du mois de juin. Cela me fait très plaisir de parler de ce film et en fait plus globalement du cinéma coréen sur ma chaîne parce que c'est un cinéma qui contient vraiment quelques pépites. Les Coréens ont vraiment un talent pour raconter une histoire très intéressante, très bien écrite et presque systématiquement avec des personnages très attachants, tout ça saupoudré d'une mise en scène, d'une réalisation extraordinaire et plein de messages. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu le cinéma coréen, je vais vous proposer 4-5 films qui certes sont récents, mais qui pour moi sont des petits bijoux. Dernier train pour Busan, Pandémie, Tunnel, Snowpiercer, d'ailleurs réalisé par Bong Joon-ho, qui est le réalisateur du film dont on va parler aujourd'hui, que je vous conseille fortement. Memories of Murder est une adaptation romancée d'une enquête abandonnée et aujourd'hui toujours non résolue, qui débuta en Corée en 1986. Deux corps de femmes semblant être assassinés de la même manière sont retrouvés. Et l'inspecteur Park, détective officiel de son village campagnard, se voit obligé d'enquêter avec l'inspecteur Seo, jeune détective venu de la ville de Séoul, bien déterminé à les aider à attraper ce fameux tueur en série qui ne s'arrêtera pas là. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, on va justement commencer avec ces personnages qui, comme je l'ai dit souvent dans les films coréens, sont extrêmement attachants. L'inspecteur Park n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un bon flic. Et c'est en partie à cause de lui, et pas à cause de lui. Pas à cause de lui, car comme je l'ai dit, il s'occupe de la sécurité dans un petit village campagnard, où il y a clairement un manque d'effectifs, un manque d'organisation, et un manque de crédibilité envers la populace. On le voit très bien dans cette scène, d'ailleurs filmée en plan séquence, où aucun périmètre de sécurité n'a été mis en place afin de protéger les indices et les preuves et d'empêcher les civils d'approcher. Les équipes, même les plus importantes, arrivent souvent de façon disparate et très en retard. Toutefois, le manque de moyens pour les policiers semble être étendu sur toute la Corée du Sud. Effectivement, comme on le découvre dans le film, le pays ne possède pas de machine d'analyse pour extraire l'ADN du sperme, du sang, et ils sont obligés de passer par un pays intermédiaire, les États-Unis. Et c'est comme ça qu'on glisse une petite critique sur le manque de moyens de policiers et de sécurité en Corée. Toutefois, ça n'excuse pas toutes les actions de Park, puisqu'il se retrouve souvent confronté face à ce manque de moyens et veut à tout prix prouver qu'il est un bon policier, ça lui arrive plusieurs fois de se créer lui-même son suspect afin de pouvoir affirmer que l'affaire est bouclée. Et c'est de ses magouilles et de son manque d'analyse d'enquête qu'on retire un humour noir dans le film excellent. Je veux dire, matez-moi cette transition de la viande. Quand vous voyez ces scènes où Park utilise un simple d'esprit et le pousse petit à petit à s'avouer criminel, certes c'est franchement dégueulasse mais c'est très drôle. Et dois-je préciser qu'en plus d'être sacrément cocasse, ça permet de glisser un petit message qui explique que les informations lors d'une enquête soutirées par la menace et la torture ne sont jamais utiles et jamais fondées. Et bien que ça paraisse difficile de s'attacher à un tel enfoiré, franchement ça marche du tonnerre. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il amène la touche d'humour qui permet un peu de légèreté au milieu de ces événements graves, sans devenir irrespectueux et hors propos, ce qui est aussi un des grands talents des Coréens. Dans son obsession à créer un suspect avec le premier venu, mais aussi grâce à ses enquêtes, car il décide toujours de poser son attention sur des éléments et des théories qui semblent très peu crédibles. 강간 사건 때는 말입니다. 사건 현장에 이 범인 새끼 거시기 털이 반드시 몇 개쯤은 나오기 마련이거든요. 그런데 따라서 범인은 말이죠. 애초부터 여기에 이 털이 하나도 없는 놈이다. 이겁니다. Tout en se moquant bien sûr des hypothèses et des théories pourtant beaucoup plus pertinentes, de son collègue, oui, mais aussi de son rival, l'inspecteur Seo. Seo vient donc lui de la ville, et ses études de sécurité et d'enquête policière ont été bien plus longues et plus fructueuses que celles de Park. Ainsi, lui prend du recul, analyse les vrais éléments et contrecarre toujours avec les faux suspects que crée Park. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs critiques, si vous avez un bon personnage, c'est bien. Si vous avez un deuxième personnage qui est bon, c'est mieux. Et si ces deux-là ont une relation très intéressante entre eux, vous avez de l'or.
Il y a bien sûr entre ces deux inspecteurs un fort esprit de compétition. L'un veut à tout prix être le premier à avoir trouvé le coupable, quitte à falsifier les faits en sa faveur. L'autre est à la recherche de la vérité, du concret et de la justice. Il suffit de voir leur scène d'interrogation pour voir qu'ils travaillent de façon très différente. Park utilise la violence et la torture, là où Seo, calme et posé, utilise le pliage psychologique. Toutefois, et c'est là qu'on voit que c'est bien écrit, les deux rapports de ces personnages vont vite s'inverser. Effectivement, pendant la deuxième moitié du film, qui laisse d'ailleurs l'humour un peu de côté pour vraiment se concentrer sur l'enquête, Park et Seo vont commencer à former une équipe, et ensemble, ils avanceront beaucoup plus vite. Toutefois, lorsque la fin arrive, Seo va perdre son esprit calme et réfléchi, car il est persuadé d'avoir trouvé le coupable, mais est extrêmement frustré par le manque de preuves, qui va au long terme le libérer. Ainsi, il utilise la violence qu'avait utilisée Park jusqu'à maintenant, afin de soutirer une fausse vérité par la torture, allant même jusqu'à vouloir rendre justice par lui-même. Et contre toute attente, c'est Park qui a appris de son parcours, qui empêche son collègue d'effectuer l'irréparable, et va même aller jusqu'à laisser le suspect s'en aller, faute de preuves et faute de certitude. Et ce film est vraiment pertinent dans sa mise en scène et dans sa réalisation, car le réalisateur Bong Joon-ho nous invite vraiment à ressentir le récit et à nous investir. En fin de métrage, nous ressentons la frustration de Seo. Car naturellement, puisque dans les faits réels, l'enquête n'a jamais été bouclée, le travail des détectives dans le film semble ne jamais avancer. Comme dans une véritable enquête, au début on n'a rien, on interroge tout le monde afin de percevoir de drôles de comportements, on se jette sur la première occasion qui se présente, et on utilise surtout de l'instinct et de la chance. Beaucoup des informations découvertes dans ce film sont vraiment purement dues à la chance, et, comble de la frustration, arrivent souvent toutes à un cul-de-sac. Bien sûr, on ne passe pas l'intégralité du film à suivre nos héros tourner en rond et ne pas avancer dans leur enquête. Comme souvent dans les films asiatiques, l'histoire est enrobée du quotidien. Ainsi, on suit nos héros prendre du bon temps dans les bras d'une femme ou autour d'un bon repas. Et le travail de dialogue, de mouvement, m'a toujours fasciné dans ce genre de film. Dans les films coréens, et chinois aussi d'ailleurs, il arrive d'avoir des plans extrêmement fixes. La caméra est posée là et on filmera les conversations, ainsi du début à la fin. Ça peut faire peur, mais ils arrivent à chaque fois à rendre ça dynamique et intéressant à suivre. Grâce au dialogue, car ce qu'il dit est ou divertissant ou pertinent, grâce au mouvement des personnages qui bougent dans le cadre, et donc le dynamise, et aux diverses actions qui peuvent arriver. Le film demande souvent au spectateur d'être actif. Il y a par exemple une scène où on suit le tueur en série, où clairement illustré par les mouvements de caméra, celui-ci semble réfléchir au choix de sa prochaine victime. Et indirectement, le public fait un choix aussi. Car l'une des deux femmes qui se trouve sur cette route, nous la connaissons. Elle a un background, elle a été présentée par le film, elle a des interactions avec nos héros. L'autre par contre est beaucoup plus inconnue, et indirectement, on espère que celle qu'on connaît sera saine et sauve. Ainsi, lorsque le tueur choisit l'inconnu, on se sent naturellement coupable pour avoir encouragé ce choix. Toutefois, c'est surtout le personnage de Park qui nous permet d'être actifs dans le récit. Il est persuadé de pouvoir déterminer la culpabilité des gens en les regardant dans les yeux. Ainsi, nous avons cette scène où son patron le met à l'épreuve, lui expliquant qu'entre ces deux hommes, il y a un violeur. Ainsi, alors que Park analyse avec ses fameux yeux, le film nous offre un plan sur les deux individus, nous poussant nous-mêmes à déterminer qui est le violeur des deux. Et ce qui est super, c'est que le film ne donnera pas la réponse. C'est d'ailleurs réutilisé plus tard à la fin, lorsqu'il décide de relâcher son suspect le plus potentiel, et puisque lui n'en sait rien, le public, lui, peut déterminer si c'est une erreur ou s'il a bien fait, s'il s'agit du criminel ou d'un simple innocent. Et alors que j'étais très satisfait que le film se termine là-dessus, vient une scène qui se passe 20 ans plus tard dans les événements, et je me suis dit « aïe ». Parce que dans un film lambda hollywoodien, ça aurait été la scène où le détective tombe sur une information cruciale qui lui permet, tant d'années plus tard, de résoudre l'affaire. Ici, pas du tout. Park, qui n'est d'ailleurs plus du tout dans le domaine policier, va repasser dans une ancienne scène de crime et apprendre grâce à une petite fille qu'un autre homme était venu ici auparavant, clamant qu'il y avait fait quelque chose d'important il y a longtemps. Park, alors persuadé qu'il s'agissait du tueur, demande une description à la fillette, qui lui répond que l'homme était quoi de plus commun et qu'il pourrait s'agir de n'importe qui. Et alors là, ça montre vraiment que les Coréens sont très intelligents dans leur réalisation. Park se tourne vers la caméra et brise le quatrième mur. Il dévisage le public du film, au cinéma, à la télévision, sur n'importe quel écran, comme s'il cherchait le tueur, qui qu'il soit, où qu'il soit, est peut-être, probablement, dans le public. Et voilà comment vous faites de la mise en scène et une idée de réalisation qui explose le cerveau de votre public à la fin du film. Inutile de dire que j'adore Memories of Murder, c'était la 4e fois que je le revoyais, et il est toujours aussi bon, c'est vraiment un film que je conseille. Ceci va conclure cette vidéo marathon et je vous invite maintenant à passer au vote. Comme toujours, je vous demande de me proposer un film que vous voudriez voir dans ce format de vidéo et ou de voter pour ceux qui s'y trouvent déjà. Je vous demande de ne proposer qu'un seul film afin de faciliter les votes et le choix.
Ainsi, le 5 juin, je conclurai les votes, je verrai quel film a récolté le plus d'entre eux et lequel sera donc le sujet du votre menu du mois de juin. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.